Le monde ne joue jamais franc jeu. Peu importe à quel point tu es honnête, quelqu'un te trahira. Peu importe à quel point tu deviens compétent, quelqu'un de moins qualifié prendra ta place. C'est la réalité. Mais ceux qui comprennent cette réalité survivent. Et ceux qui survivent dominent. C'est un pouvoir que tu ne peux pas voir, mais que tout le monde ressent. C'est l'intelligence sombre. L'intelligence sombre naît lorsque les gens sont trahis, humiliés et vaincus. Les autres s'effondrent. Mais toi, tu transformes cette douleur en force. C'est le type d'intelligence qui écoute, observe, reste silencieuse et frappe au moment parfait. Pendant que les autres argumentent, tu rassembles des informations. Pendant qu'ils se mettent en colère, tu calcules. Pendant qu'ils se noient dans leurs émotions, tu planifies l'avenir. La plupart des gens jouent aux dames. Tu es sur le point d'apprendre à jouer aux échecs. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi être parfaitement clair. Cette connaissance est destinée à la protection, pas à la destruction. Utilise-la pour te défendre, pas pour blesser des innocents. L'objectif est de comprendre le jeu, pas de devenir le méchant. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 8 traits psychologiques qui séparent les survivants des victimes. Les leaders des suiveurs, les gagnants des perdants. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je choisis d'être stratégiquement intelligent, pas émotionnellement réactif. Maintenant, déverrouillons les secrets que les personnes puissantes ne veulent pas que tu connaisses. Numéro 1. L'opacité calculée. Tu n'es jamais totalement clair sur tes intentions. Tu ne montres que ce qui est nécessaire. Quand les gens ne connaissent que la moitié de l'histoire, ils comblent les vides avec leur imagination. Et cette imagination les contrôle. Machiavel a dit un jour « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu font l'expérience de ce que tu es réellement. Pense aux personnes les plus intrigantes que tu connaisses. Elles ne te disent jamais tout. Elles laissent des trous dans leurs histoires. Elles répondent aux questions par des questions. Elles sourient quand tu t'attends à ce qu'elles expliquent. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de communication stratégique. Voici ce qui se passe dans la plupart des conversations. Quelqu'un te pose une question et tu te sens obligé de donner une réponse complète. Tu expliques tes motivations, tes peurs, tes projets. Tu penses être honnête et construire la confiance, mais en réalité, tu abandonnes ton pouvoir. Les gens intelligents comprennent que le mystère crée de l'influence. Quand tu ne révèles pas tout, les gens deviennent curieux. La curiosité mène à l'intérêt. L'intérêt mène au respect, et le respect mène à l'influence. Disons que quelqu'un te demande quels sont tes plans pour le week-end. La plupart des gens disent « Oh, je reste juste à la maison ». Être regarder quelques films, c'est une transparence totale, mais c'est aussi totalement oubliable. À la place, tu pourrais dire « J'ai quelque chose d'important à régler », puis changer de sujet. Remarque la différence. La première réponse te rend prévisible. La seconde te rend intéressant. Cela ne signifie pas être impoli ou secret sur tout. Cela signifie être sélectif sur ce que tu partages et quand tu le partages. Les personnes les plus prospères dans n'importe quel domaine maîtrisent ce principe. Elles révèlent juste assez pour garder les gens engagés, mais jamais assez pour perdre leur avantage. Ton information est ta monnaie. Ne la dépense pas toute d'un coup. Lorsque tu pratiques l'opacité calculée, les gens commencent à prêter plus d'attention à ce que tu dis, parce qu'ils savent que tu ne dis pas tout. Tes mots ont plus de poids parce qu'ils sont rares. Souviens-toi, l'objectif n'est pas d'être mystérieux pour être mystérieux. L'objectif est de garder le contrôle de ton récit et de tes relations. Numéro 2. La persona adaptative. Tu n'es pas la même personne avec tout le monde. Tu ajustes ta personnalité en fonction de la personne à qui tu parles. Les gens pensent te connaître, mais ils ne connaissent qu'une version de toi. Machiavel a dit un jour « Un prince doit veiller à ne jamais laisser sortir de sa bouche rien qui ne soit empreint des 5 qualités mentionnées ci-dessus, afin qu'il paraisse à celui qui le voit et l'entend tout à fait miséricordieux, fidèle, humain, droit et religieux. » Il ne s'agit pas d'être faux.
Il s'agit d'être efficace. Tu le fais déjà naturellement. Tu ne parles pas de la même façon à ta grand-mère qu'à tes amis. Tu n'agis pas de la même façon lors d'un entretien d'embauche qu'à une fête. Tu présentes différents aspects de ta personnalité selon les situations. La persona adaptative prend cette tendance naturelle et la rend intentionnelle. Chaque personne que tu rencontres a des valeurs différentes, des styles de communication différents et des manières différentes de traiter l'information. Si tu utilises la même approche avec tout le monde, tu te connecteras avec certaines personnes et en manqueras complètement d'autres. Les gens intelligents étudient la personne à qui ils parlent et adaptent leur communication en conséquence. Sont-ils analytiques? Donne-leur des faits et des données? Sont-ils émotionnels? Connecte-toi à leurs sentiments. Sont-ils pratiques? Montre-leur comment quelque chose fonctionne. Sont-ils des penseurs? Orientés vers la vision globale. Peins la vision. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence de communication. Pense à l'eau. L'eau prend la forme de n'importe quel récipient dans lequel elle se trouve. Mais elle ne perd jamais ses propriétés essentielles. C'est toujours de l'eau, qu'elle soit dans une tasse, une bouteille ou un lac. Ta persona adaptative fonctionne de la même manière. Tu ajustes ta présentation à la situation, mais tu ne perds jamais tes valeurs fondamentales et tes principes. L'erreur que font la plupart des gens est de penser qu'ils doivent être authentiques de la même manière avec tout le monde. Mais l'authenticité ne signifie pas être identique dans toutes les situations. Cela signifie être véritablement toi-même tout en adaptant ton expression pour être le plus efficace possible. Lorsque tu maîtrises la persona adaptative, tu deviens quelqu'un qui peut se connecter avec n'importe qui. Les gens se sentent compris quand ils sont avec toi, parce que tu parles leur langage. Cette compétence devient incroyablement puissante dans les négociations, les situations de leadership et la construction de relations. Tu n'essaies pas de forcer les gens à te comprendre. Tu leur facilites la connexion avec toi. Mais voici l'avertissement. Ne t'adapte jamais au point de te perdre. Tes valeurs, ton intégrité, tes principes fondamentaux ne doivent jamais changer. Seule ta présentation doit s'adapter. Les personnes les plus fortes sont comme des diamants. Elles ont de nombreuses facettes, mais restent une seule pierre solide. Numéro 3. Le principe du détachement. Tu n'es l'esclave d'aucune relation, émotion ou opinion. Ce que tu n'as pas peur de perdre ne peut pas te contrôler. Ce qui ne peut pas t'attacher ne peut pas non plus te manipuler. Machiavel a dit un jour, « Comme l'amour et la crainte peuvent difficilement exister ensemble, s'il faut choisir entre les deux, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. » Le détachement est probablement le concept le plus mal compris de l'intelligence sombre. Les gens pensent que cela signifie être froid ou indifférent. Ce n'est pas le cas. Cela signifie être libre. La plupart des gens sont contrôlés par leurs attachements. Ils ont peur de perdre leur emploi. Alors ils acceptent de mauvais traitements. Ils ont peur de perdre une relation. Alors ils compromettent leurs valeurs. Ils ont peur de perdre l'approbation, alors ils disent ce que les gens veulent entendre au lieu de ce qui doit être dit. La peur de la perte te rend faible. La liberté face à cette peur te rend puissant. Cela ne signifie pas que tu ne dois te soucier de rien. Cela signifie que tu ne dois être désespéré de rien. Imagine ceci. 2 personnes négocient un accord commercial. La personne A a vraiment besoin que cet accord fonctionne. Elle compte dessus. Elle a déjà fait des plans en partant du principe que cela se produira. La personne B aimerait que l'accord fonctionne, mais elle a d'autres options. Elle est prête à partir si les conditions ne sont pas bonnes. Qui penses-tu avoir le plus de pouvoir dans cette négociation? La personne B, évidemment, parce qu'elle n'est pas attachée au résultat, elle peut négocier à partir d'une position de force. Le détachement te donne de la clarté. Quand tu n'es pas émotionnellement investi dans le fait d'avoir raison, tu peux voir les situations plus clairement. Quand tu n'es pas désespéré d'obtenir de l'approbation, tu peux prendre de meilleures décisions. Quand tu n'as pas peur d'être seul, tu peux choisir de meilleures relations. Le paradoxe est le suivant. Moins tu as besoin de quelque chose,
plus tu as de chances de l'obtenir. Pense aux personnes confiantes. Elles ne sont pas confiantes parce que tout se passe toujours bien pour elles. Elles sont confiantes parce qu'elles savent qu'elles iront bien, même si les choses ne se passent pas comme prévu. C'est le pouvoir du détachement. Maintenant, cela ne signifie pas être négligent ou indifférent. Tu dois toujours travailler dur pour atteindre tes objectifs et te soucier des personnes dans ta vie, mais tu ne dois jamais être tellement attaché à un résultat que tu perds ta capacité à penser clairement et à agir stratégiquement. Le détachement te protège aussi de la manipulation. Quand quelqu'un essaie de te menacer en te retirant quelque chose que tu n'as pas peur de perdre, sa menace n'a aucun pouvoir. La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la personne la plus puissante dans n'importe quelle pièce est celle qui a tout à gagner et rien à craindre. Pratique cela progressivement. Commence par de petites choses. Ne sois pas trop attaché au fait de gagner chaque argument. Ne sois pas trop attaché au fait d'être aimé par tout le monde. Ne sois pas trop attaché au fait que tes plans se déroulent exactement comme tu l'avais imaginé. En développant cette compétence, tu remarqueras quelque chose d'intéressant. Les gens commencent à te traiter avec plus de respect. Ils sentent que tu ne peux pas être facilement contrôlé, et cela inspire le respect. Souviens-toi, le détachement ne consiste pas à ne pas se soucier. Il consiste à se soucier sans être contrôlé par ce souci. Numéro 4. Le levier silencieux. Tu n'appliques pas la pression directement, tu attends. Quand les gens font des erreurs et deviennent vulnérables, ta présence silencieuse devient l'influence la plus lourde dans la pièce. Machiavel a dit un jour « Rien de grand ne s'est jamais accompli sans danger ». La plupart des gens pensent que le pouvoir est bruyant. Ils pensent qu'il s'agit d'élever la voix, de faire des exigences et d'imposer sa volonté aux autres. C'est amateur. Le vrai pouvoir chuchote. Le levier silencieux est l'art de créer de l'influence sans dire un mot. Il s'agit de te positionner de manière à ce que ta simple présence change la dynamique de n'importe quelle situation. Voici comment cela fonctionne. Au lieu de dire aux gens quoi faire, tu crées des situations où ils veulent naturellement faire ce qui te bénéficie. Au lieu d'exiger le respect, tu te rends indispensable. Au lieu de te battre pour le pouvoir, tu fais en sorte que les gens te le donnent volontairement. Décomposons cela avec des exemples pratiques. Dans les conversations, le levier silencieux signifie savoir quand faire une pause. La plupart des gens sont mal à l'aise avec le silence. Alors ils le remplissent avec des mots. Souvent, ces mots révèlent plus que ce qu'ils avaient l'intention de partager. Quand tu es à l'aise avec le silence, tu contrôles le rythme de la conversation. La prochaine fois que quelqu'un te pose une question difficile, ne réponds pas immédiatement. Fais une pause. Regarde-le de manière réfléchie. Laisse le silence s'étirer pendant quelques secondes, puis donne ta réponse. Observe comment cela change le poids de ta réponse. Dans les négociations, le levier silencieux signifie avoir des alternatives que tu n'as pas besoin de mentionner. Quand l'autre personne sait que tu as des options, elle négocie différemment. Tu n'as pas besoin de menacer de partir. Ta volonté de partir suffit. Dans les relations, le levier silencieux signifie être la personne qui apporte de la valeur sans demander de reconnaissance. Quand tu rends constamment la vie des autres meilleure, ils veulent naturellement te garder près d'eux. Tu n'as pas besoin d'exiger la loyauté. Tu la gagnes par tes actions. Dans les environnements professionnels, le levier silencieux signifie devenir la personne vers qui tout le monde se tourne pour trouver des solutions. Tu n'annonces pas que tu es le résolveur de problèmes. Tu résous simplement les problèmes de manière constante jusqu'à ce que tout le monde sache qu'il peut compter sur toi. La clé du levier silencieux est la patience. Tu ne cherches pas des résultats immédiats. Tu construis une influence à long terme. La plupart des gens veulent une gratification instantanée. Ils veulent voir des résultats immédiats de leurs efforts. Mais le levier silencieux fonctionne différemment. Tu plantes des graines et tu attends qu'elles poussent. Tu fais des investissements et tu attends qu'ils portent leurs fruits. Cela nécessite un état d'esprit différent. Tu dois être à l'aise avec la gratification différée. Tu dois avoir confiance que tes actions constantes finiront par créer l'influence que tu recherches. Que se passe-t-il lorsque tu maîtrises le levier silencieux? Les gens commencent à venir vers toi
pour demander conseil sans que tu ne l'offres. Il commence à chercher ton approbation sans que tu ne l'exiges. Il commence à suivre ton exemple sans que tu ne le demandes. Tu deviens la force tranquille qui façonne les résultats sans que personne ne réalise que cela se produit. Mais il y a ici une considération éthique importante. Le levier silencieux ne doit jamais être utilisé pour manipuler les gens afin qu'ils fassent des choses qui leur nuisent. L'objectif est de créer des situations gagnant-gagnant où tout le monde bénéficie. L'utilisation la plus éthique du levier silencieux est d'influencer les gens vers de meilleures décisions pour eux-mêmes et pour les autres. Tu ne les trompes pas, tu les guides vers des résultats qui servent les meilleurs intérêts de chacun. Souviens-toi, le levier silencieux n'est pas passif. Tu agis toujours. Tu fais toujours des mouvements. Tu le fais simplement de manière discrète et stratégique, plutôt que bruyante et évidente. Numéro 5. L'écho psychologique. Tu reflètes les besoins et les peurs les plus profonds des gens. Ils pensent que tu parles leur langage, mais en réalité, tu acquiers compréhension et influence. Machiavel a dit un jour: « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent sentir. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu savent vraiment ce que tu es. » L'écho psychologique consiste à devenir un miroir qui reflète ce que les gens ont besoin de voir et d'entendre. Il ne s'agit pas de tromperie, il s'agit de compréhension profonde et de communication stratégique. Les gens n'achètent pas des produits, des services ou des idées. Ils achètent des solutions à leurs problèmes et la satisfaction de leurs désirs. Lorsque tu peux identifier et refléter leurs véritables besoins, tu deviens incroyablement précieux pour eux. La plupart des gens sont très mauvais à cela parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils veulent dire plutôt que sur ce que l'autre personne a besoin d'entendre. Laisse-moi t'expliquer comment l'écho psychologique fonctionne en pratique. D'abord, tu dois devenir un étudiant de la nature humaine. Tu dois comprendre que chaque personne que tu rencontres porte des fardeaux invisibles, des désirs secrets et des peurs inexprimées. Ton travail est d'écouter les indices de ce que cela pourrait être. Quand quelqu'un parle de son travail, il ne partage pas seulement des informations. Il révèle comment il se voit, ce qu'il valorise et ce qui l'inquiète. Quand quelqu'un parle de ses relations, il te montre ses schémas émotionnels et ses besoins les plus profonds. La plupart des gens écoutent pour répondre. Toi, tu dois écouter pour comprendre. Voici un cadre pratique. Chaque personne que tu rencontres pose 3 questions silencieuses. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me valorises? Quand tu peux répondre oui à ces 3 questions par tes mots et tes actions, tu crées une connexion puissante. La technique de l'écho psychologique consiste à refléter non seulement ce que les gens disent, mais ce qu'ils veulent dire. Tu écoutes l'émotion derrière les mots, le besoin derrière la plainte, la peur derrière la colère. Par exemple, si quelqu'un dit « Je déteste mon travail », la plupart des gens pourraient répondre avec des conseils pour trouver un nouveau travail. Mais si tu écoutes plus profondément, tu pourrais entendre qu'il se sent en réalité sous-estimé, peu stimulé ou incertain quant à son avenir. Une réponse d'écho psychologique pourrait être « On dirait que tu ne te sens pas valorisé pour tes contributions » ou « Il semble que tu sois prêt pour quelque chose qui te stimule davantage ». Remarque la différence. Au lieu de sauter vers des solutions, tu reflètes son expérience émotionnelle. Cela fait que les gens se sentent compris, ce qui crée de la confiance et de l'influence. La clé est de refléter la version positive de ce qu'ils expriment. Si quelqu'un se plaint d'être débordé, tu peux refléter son engagement et ses standards élevés. Si quelqu'un exprime de la frustration face à une situation, tu peux refléter son désir d'excellence. Cette technique fonctionne parce que les gens ont un besoin psychologique profond de se sentir compris. Lorsque tu montres que tu les vois vraiment, ils te font automatiquement davantage confiance et accordent plus de valeur à tes opinions. Mais voici où cela devient vraiment puissant. Une fois que tu comprends les besoins et les peurs fondamentales de quelqu'un, tu peux positionner tes idées, suggestions et demandes de manière à leur parler naturellement.
Si quelqu'un valorise la sécurité, tu présentes tes idées en termes de sûreté et de stabilité. Si quelqu'un valorise la reconnaissance, tu présentes tes idées en termes de réussite et de reconnaissance. Si quelqu'un valorise la liberté, tu présentes tes idées en termes d'indépendance et de choix. Tu ne changes pas ton message. Tu changes la manière dont tu présentes ton message pour qu'il corresponde à leur profil psychologique. C'est incroyablement puissant dans le leadership, la vente, la parentalité et les relations. Quand les gens ont l'impression que tu les comprends à un niveau profond, ils veulent naturellement travailler avec toi, te suivre et te soutenir. La manière éthique d'utiliser l'écho psychologique est de réellement se soucier de comprendre les gens et de les aider à obtenir ce dont ils ont besoin. Lorsque tu utilises cette technique pour servir les intérêts des autres, elle devient un outil pour construire des relations plus fortes et plus significatives. Numéro 6. La moralité ambiguë. Tu n'es ni bon ni mauvais. Tu fais simplement ce qui doit être fait. Le vrai pouvoir ne se présente pas toujours en noir et blanc. Parfois, il vit dans les zones grises. Machiavel a dit un jour « Puisqu'il est difficile de les réunir, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé lorsque l'un des deux doit manquer. » C'est le trait le plus controversé de l'intelligence sombre. Et c'est celui qui est le plus mal compris. Alors, laisse-moi être très clair sur ce que cela signifie et ce que cela ne signifie pas. La moralité ambiguë ne signifie pas ne pas avoir de morale. Cela ne signifie pas faire tout ce que tu veux sans tenir compte des conséquences. Cela ne signifie pas blesser les gens pour avancer. Cela signifie comprendre que le monde réel est complexe. Parfois, faire ce qui est juste, à court terme, mène à de pires résultats à long terme. Parfois, être gentil encourage un mauvais comportement. Parfois, protéger les gens nécessite de prendre des décisions qui ne sont pas jolies. Voici la réalité. Une clarté morale pure est un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre lorsqu'ils font face à des situations complexes avec de vraies conséquences. Laisse-moi te donner quelques exemples pour illustrer ce concept. Imagine que tu es dans une position de leadership et que tu découvres qu'un membre de ton équipe ment constamment aux clients et détériore les relations. La chose gentille à faire pourrait être de lui donner une autre chance, de lui offrir plus de formation et d'espérer qu'il s'améliore. Mais qu'en est-il des autres membres de l'équipe qui travaillent honnêtement? Qu'en est-il des clients qui sont trompés? Qu'en est-il de la santé à long terme de l'organisation? Quelqu'un avec une moralité ambiguë pourrait décider que protéger le plus grand nombre est plus important que d'être gentil avec un seul. Il pourrait prendre la décision difficile de retirer cette personne de l'équipe, même si cela semble dur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une éthique pragmatique. Par exemple, quelqu'un te demande des conseils sur une relation que tu vois comme toxique et destructrice. La chose gentille à faire pourrait être d'être soutenant et d'éviter de dire quoi que ce soit de négatif. Mais quelqu'un avec une moralité ambiguë pourrait décider que la véritable gentillesse exige de dire la vérité difficile, même si cela blesse temporairement les sentiments de la personne. Le principe clé ici est de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les apparences. Parfois, l'action qui paraît bonne en surface crée de mauvais résultats. Parfois, l'action qui paraît dure en surface crée de meilleurs résultats pour toutes les personnes impliquées. Cela nécessite un type de réflexion morale différent. Au lieu de te demander quelle action me fait paraître comme une bonne personne, tu te demandes quelle action mène aux meilleurs résultats pour le plus grand nombre de personnes. Cela exige également d'assumer la responsabilité des conséquences de tes décisions, même lorsque ces décisions sont difficiles ou impopulaires. Mais voici la distinction cruciale. La moralité ambiguë n'est pas la même chose que l'égoïsme. Tu ne fais pas simplement ce qui te bénéficie aux dépens des autres. Tu prends des décisions pragmatiques qui servent le bien commun, même lorsque ces décisions sont personnellement difficiles. Ce trait implique également de comprendre que différentes situations nécessitent des réponses différentes. La même action qui est mauvaise dans un contexte peut être nécessaire dans un autre. Par exemple, être totalement honnête peut être la bonne approche dans une relation personnelle proche,
Mais cela peut être contre-productif dans certaines négociations professionnelles où une divulgation stratégique est plus efficace. Quelqu'un avec une moralité ambiguë comprend ces nuances et adapte son approche en conséquence. Le danger de ce trait est qu'il peut être utilisé pour justifier un comportement égoïste ou nuisible. C'est pourquoi il est crucial de maintenir des lignes directrices éthiques claires sur ce que tu feras et ne feras pas, même dans des situations complexes. Ma recommandation est d'établir des limites claires pour toi-même. Quelles sont tes valeurs non négociables? Quelles lignes ne franchiras-tu jamais? Quels résultats es-tu prêt à assumer? À l'intérieur de ces limites, donne-toi la permission d'être pragmatique et stratégique, même si cela signifie prendre des décisions que d'autres pourraient ne pas comprendre ou approuver. Souviens-toi, l'objectif n'est pas d'être aimé par tout le monde. L'objectif est d'être efficace et éthique dans un monde complexe où les réponses simples ne fonctionnent pas toujours. Numéro 7. L'exposition contrôlée. Tu ne révèles pas tout sur toi-même. Moins les gens en savent, plus ils supposent, et les suppositions mènent à des erreurs qui rendent ta stratégie plus facile. Machiavel a dit un jour: « Les hommes sont si simples d'esprit et si dominés par leurs besoins immédiats qu'un homme trompeur trouvera toujours beaucoup de gens prêts à être trompés. » Dans un monde où les gens partagent chaque détail de leur vie sur les réseaux sociaux, l'exposition contrôlée peut sembler dépassée, mais elle est en réalité plus puissante que jamais. Quand tout le monde partage trop, la personne qui partage stratégiquement se démarque. Quand tout le monde diffuse ses pensées et ses sentiments, la personne qui garde une part de mystère devient intrigante. L'exposition contrôlée consiste à être intentionnel avec tes informations personnelles. Il s'agit de comprendre que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur toi et que le partage sélectif peut en réalité renforcer tes relations et accroître ton influence. Commençons par la psychologie derrière cela. Les êtres humains sont naturellement curieux. Lorsque nous rencontrons quelque chose d'incomplet ou de mystérieux, notre cerveau essaie automatiquement de combler les vides. C'est ce qu'on appelle l'écart de curiosité, et c'est l'une des forces psychologiques les plus puissantes du comportement humain. Lorsque tu pratiques l'exposition contrôlée, tu crées des écarts de curiosité qui rendent les gens plus intéressés par toi et plus attentifs à ce que tu partages. Pense aux personnes les plus captivantes que tu connaisses. Elles ne te disent probablement pas tout. Elles partagent suffisamment pour te garder engagé, mais elles te laissent vouloir en savoir plus. Ce n'est pas accidentel, c'est stratégique. Maintenant, parlons des applications pratiques dans les environnements professionnels. L'exposition contrôlée signifie être sélectif quant aux idées que tu partages et au moment où tu les partages. Cela signifie ne pas révéler toutes tes capacités d'un coup. Cela signifie garder une partie de tes connaissances en réserve, afin de pouvoir apporter de la valeur lorsqu'elle est la plus nécessaire. Par exemple, au lieu de montrer toutes tes compétences dès la première semaine dans un nouveau travail, tu pourrais les révéler progressivement au fil du temps. Cela crée l'impression que tu évolues et t'améliores continuellement, plutôt que celle de quelqu'un qui a atteint son pic trop tôt. Dans les situations sociales, l'exposition contrôlée signifie ne pas raconter toute ton histoire de vie à chaque personne que tu rencontres. Cela signifie partager des informations personnelles progressivement à mesure que les relations se développent et que la confiance est gagnée. Cela ne signifie pas être secret ou malhonnête. Cela signifie être sélectif et stratégique quant à ce que tu révèles et à qui. Dans les négociations, l'exposition contrôlée signifie ne pas révéler toutes tes priorités et contraintes dès le départ. Cela signifie garder certaines informations en réserve afin de pouvoir les utiliser stratégiquement à mesure que la négociation se développe. Le principe clé est le suivant. Une information révélée ne peut jamais être non révélée. Une fois que les gens savent quelque chose sur toi, ils ne peuvent plus l'ignorer. Il vaut donc mieux pencher du côté de révéler trop peu plutôt que trop. Mais l'exposition contrôlée va au-delà du simple fait de retenir des informations. Il s'agit aussi du timing. La même information peut avoir des impacts complètement différents selon le moment où elle est révélée. Par exemple, révéler une compétence ou une réussite particulière tôt
dans une relation peut sembler être de la vantardise. Mais révéler la même information plus tard, lorsqu'elle est pertinente pour résoudre un problème, te fait paraître humble et utile. L'exposition contrôlée implique également de comprendre ton public. Des personnes différentes ont besoin de savoir des choses différentes à ton sujet. Ton niveau de divulgation doit correspondre à la relation et à la situation. Tes amis proches et les membres de ta famille devraient en savoir plus sur toi que tes connaissances occasionnelles. Tes partenaires commerciaux devraient savoir des choses différentes sur toi que tes concurrents. Tes employés devraient savoir des choses différentes sur toi que tes pairs. Il ne s'agit pas d'être faux ou manipulateur, il s'agit d'être approprié et stratégique avec tes informations personnelles. Voici un autre aspect important. L'exposition contrôlée inclut la gestion de ton empreinte numérique. Tout ce que tu publies en ligne, chaque commentaire que tu fais, chaque photo que tu partages devient une partie de ton dossier permanent. Les gens formeront des opinions sur toi à partir de ces informations, souvent sans jamais te rencontrer. Les gens intelligents sont intentionnels quant à leur présence en ligne. Ils comprennent que leur persona numérique fait partie de leur stratégie globale sur la façon dont ils veulent être perçus et mémorisés. L'objectif de l'exposition contrôlée n'est pas d'être mystérieux pour être mystérieux. L'objectif est de garder le contrôle de ton récit et de tes relations. Lorsque tu révèles des informations de manière stratégique, tu peux guider la façon dont les gens te perçoivent. Tu peux mettre en avant les aspects de ta personnalité et de ton expérience qui sont les plus pertinents pour tes objectifs actuels. Tu peux éviter d'être enfermé dans une case ou stéréotypé sur la base d'informations incomplètes. Mais voici l'équilibre que tu dois maintenir. Tu veux partager suffisamment pour créer de véritables connexions avec les gens, mais pas au point de perdre ton avantage stratégique. Les personnes les plus prospères comprennent cet équilibre. Elles sont ouvertes et authentiques dans leurs relations, mais elles sont aussi stratégiques quant à ce qu'elles révèlent et au moment où elles le révèlent. Numéro 8. L'obsession du résultat. Tu n'es pas ici pour gagner des arguments ou prouver des points. Tu es ici pour obtenir des résultats. Les personnes qui se concentrent uniquement sur les résultats ne perdent jamais de temps dans des jeux inutiles. Machiavel a dit un jour « La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot brisé est une nécessité du présent. » C'est le trait qui sépare les amateurs des professionnels, les rêveurs des réalisateurs et les bavards des acteurs. La plupart des gens se laissent distraire par des choses qui n'ont pas d'importance. Ils veulent avoir raison plus qu'ils ne veulent être efficaces. Ils veulent avoir l'air bien plus qu'ils ne veulent obtenir des résultats. Ils veulent se sentir bien par rapport à leur processus, plus qu'ils ne veulent atteindre leurs objectifs. L'obsession du résultat tranche à travers tout ce bruit. Lorsque tu es obsédé par le résultat, tu poses des questions différentes. Au lieu de « comment puis-je prouver que j'ai raison ?», tu demandes quel résultat est-ce que j'essaie d'atteindre. Au lieu de « comment puis-je avoir l'air bien dans cette situation ?», tu demandes quelles actions mèneront au résultat que je veux. Ce changement de mentalité change tout. Commençons par les arguments et les désaccords. La plupart des gens abordent les arguments comme s'ils essayaient de gagner un débat. Ils se concentrent sur le fait de prouver leur point de vue, de coincer l'autre personne dans des contradictions et de démontrer leur supériorité en connaissance ou en logique. Mais les personnes obsédées par le résultat abordent les désaccords différemment. Elles demandent « Qu'est-ce que je veux réellement obtenir de cette conversation ?» Peut-être veulent-elles changer le comportement de l'autre personne. Peut-être veulent-elles parvenir à un compromis. Peut-être veulent-elles recueillir des informations sur la perspective de l'autre personne. Une fois qu'elles sont claires sur leurs résultats souhaités, elles choisissent leur approche en conséquence. Parfois, cela signifie gagner l'argument, mais souvent cela signifie quelque chose de complètement différent. Par exemple, si ton objectif est de changer le comportement de quelqu'un, lui prouver qu'il a tort peut en réalité se retourner contre toi. Les gens n'aiment pas avoir tort et deviennent souvent plus têtus lorsqu'ils se sentent attaqués. Une meilleure approche pourrait être de les aider à parvenir à la bonne conclusion par eux-mêmes. Si ton objectif est de maintenir une bonne relation
tout en abordant un problème, avoir raison peut être moins important que de trouver une solution que tout le monde peut accepter. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les environnements professionnels, l'obsession du résultat signifie se concentrer sur ce qui fait réellement avancer l'entreprise plutôt que sur ce qui te fait paraître intelligent ou important. Cela signifie choisir des projets en fonction de leur impact plutôt que de leur visibilité. Cela signifie prendre des décisions basées sur les données et les résultats plutôt que sur la politique et les préférences. Dans les relations personnelles, l'obsession du résultat signifie se concentrer sur la santé et le bonheur de la relation plutôt que sur qui a raison ou tort dans un désaccord particulier. Cela signifie choisir tes batailles en fonction de ce qui compte vraiment plutôt que de réagir à chaque irritation mineure. Dans le développement personnel, l'obsession du résultat signifie mesurer tes progrès par des résultats réels plutôt que par l'effort ou les intentions. Cela signifie être honnête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, même lorsque c'est inconfortable. C'est ici que l'obsession du résultat devient vraiment puissante. Elle t'aide à éviter le piège d'avoir l'air occupé sans être productif. Beaucoup de gens confondent activité et accomplissement. Ils pensent que travailler dur mène automatiquement à de bons résultats. Mais les personnes obsédées par le résultat comprennent que tu peux travailler très dur sur les mauvaises choses et n'aller nulle part. Elles se demandent constamment « Est-ce que cette activité me rapproche réellement de mon objectif ou est-ce que je reste occupé pour éviter le travail plus difficile mais plus important ?» Cela mène à ce que j'appelle la paresse stratégique. Les personnes obsédées par le résultat semblent souvent en faire moins que les autres parce qu'elles sont sélectives quant à l'endroit où elles mettent leur énergie. Elles se concentrent sur les 20% d'activités qui produisent 80% des résultats. Elles n'essaient pas d'être les plus travailleuses, elles essaient d'être les plus efficaces. Cela s'applique également à l'apprentissage et au développement des compétences. Au lieu d'essayer d'apprendre tout sur tout, les personnes obsédées par le résultat se concentrent sur le développement des compétences spécifiques qui auront le plus grand impact sur leurs objectifs. Elles demandent « Quel est le minimum que je dois apprendre pour obtenir un maximum de résultats ?» Il ne s'agit pas d'être paresseux ou de prendre des raccourcis. Il s'agit d'être stratégique et efficace. Maintenant, voici un avertissement important concernant l'obsession du résultat. Elle peut devenir destructrice si tu perds de vue tes valeurs et tes relations dans la poursuite des résultats. L'approche la plus saine est d'être obsédé par le résultat à l'intérieur de limites éthiques. Tes résultats souhaités devraient inclure le maintien de ton intégrité, le fait de bien traiter les gens et de contribuer positivement au monde qui t'entoure. Lorsque ces valeurs sont intégrées à ta définition du succès, l'obsession du résultat devient une force puissante pour le bien. Un autre aspect clé de l'obsession du résultat est la volonté de changer de cap lorsque quelque chose ne fonctionne pas. La plupart des gens s'attachent à leurs plans et stratégies, même lorsque ces plans ne produisent pas de résultats. Les personnes obsédées par le résultat sont attachées à leurs objectifs, pas à leur méthode. Si une approche ne fonctionne pas, elles essaient une autre approche. Si une stratégie n'est pas efficace, elles développent une nouvelle stratégie. Elles ne sont pas obstinées sur la manière d'atteindre leurs résultats. Elles sont seulement obstinées sur l'atteinte des résultats eux-mêmes. Cette flexibilité les rend incroyablement adaptables et résilientes. Lorsque les circonstances changent, elles ajustent leur approche. Lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles, elles mettent à jour leur stratégie. L'objectif ultime de l'obsession du résultat est de devenir quelqu'un qui accomplit constamment les choses. Pas quelqu'un qui parle d'accomplir des choses. Pas quelqu'un qui a l'air d'accomplir des choses. Quelqu'un qui produit réellement des résultats dans le monde réel. Cette réputation devient incroyablement précieuse avec le temps. Quand les gens te connaissent comme quelqu'un qui tient ses engagements et atteint ses objectifs, ils commencent à t'apporter de meilleures opportunités, de meilleurs partenariats et de meilleurs problèmes à résoudre. Tu viens d'apprendre les 8 traits de l'intelligence sombre. Mais la connaissance sans application ne vaut rien. Choisis un trait qui a le plus résonné avec toi. Pendant les 7 prochains jours, pratique ce trait dans tes interactions quotidiennes. N'essaie pas de maîtriser les 8 en même temps.
Concentre-toi sur un seul. Observe comment les gens réagissent différemment à toi. Observe comment tu te sens lorsque tu abordes les situations avec une intelligence stratégique plutôt qu'avec une réactivité émotionnelle. Mais souviens-toi de ceux dont nous avons parlé au début. Ce pouvoir s'accompagne de responsabilité. Utilise ces idées pour te protéger, pas pour nuire aux autres. Utilise-les pour créer de meilleurs résultats pour tout le monde, pas seulement pour toi. Le monde a besoin de plus de personnes stratégiquement intelligentes, qui utilisent leurs connaissances de manière éthique. Des personnes capables de voir à travers la manipulation et de se protéger elles-mêmes et les autres. Des personnes capables de naviguer dans des situations complexes et de trouver des solutions qui servent le bien commun. C'est le véritable objectif de l'intelligence sombre. Pas de devenir un manipulateur, mais de devenir quelqu'un qui ne peut pas être manipulé. Pas de gagner du pouvoir sur les autres, mais de gagner du pouvoir sur toi-même et sur tes circonstances. La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la personne la plus précieuse dans n'importe quelle pièce est celle qui comprend la psychologie humaine et utilise cette compréhension pour améliorer la vie de tout le monde. Quel type de personne choisis-tu d'être ? Si cette vidéo a changé ta façon de penser l'intelligence et le pouvoir, clique sur le bouton « J'aime ». Si tu veux plus de contenu sur la psychologie, la stratégie et le comportement humain, abonne-toi et active la cloche de notification, laisse un commentaire et dis-moi lequel de ces 8 traits vois-tu chez les personnes les plus prospères autour de toi et lequel vas-tu pratiquer en premier. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi que la véritable intelligence ne consiste pas seulement à être intelligent, il s'agit d'être suffisamment sage pour utiliser ton intelligence au service de quelque chose de plus grand que toi-même. Reste stratégique, reste éthique et reste puissant.